Puff Daddy. Puff Daddy, je sais que vous avez vu des vidéos sur place, peut-être sur Internet. Il est très recherché pour l'instant par les services américains. On est venu dans sa maison le chercher, mais il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe avec Puff? C'est quoi cette histoire de Puff Daddy? On doit essayer un peu de comprendre très rapidement, ok? Alors Puff Daddy est enfoui. On ne sait pas où il se trouve. On a presque arrêté ses enfants, perquisitionné sa maison. Ouais, c'est chaud. Vous savez, très souvent, quand on voit ces genres de personnages, on a toujours l'impression qu'on voit un demi-dieu, il faut se le dire. C'est ça. Quelqu'un d'intouchable, de fort, de puissant. Ça doit nous rappeler combien nous ne sommes pas invulnérables. Et c'est ça la réalité du monde. On y va très rapidement. Alors Puff Daddy, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Sean Combs, son vrai nom, également connu comme Puff Daddy, fait face à des graves allégations. Des agressions sexuelles et viols. Il a été accusé pour beaucoup d'histoires par plusieurs femmes. Beaucoup de choses incroyables, beaucoup de choses inimaginables. C'est à peine maintenant que ça sort. Ça nous fait penser à l'histoire où on dit toutes les histoires qui se passent en cachette, finalement, finissent par sortir. On l'accuse d'agression sexuelle et viol. Plusieurs poursuites ont été déposées contre Puff Daddy, alléguant une agression sexuelle et un viol sur son partenaire Cassie. Vous vous souvenez de Cassie, elle était très jolie. Cassie l'a accusé de viol et de trafic sexuel. Et un producteur de musique a récemment affirmé que Puff Daddy l'avait poussé à avoir des relations intimes avec des prostituées. Donc il y a aussi trafic sexuel, il y a une autre femme qui l'accuse de beaucoup de choses. Donc c'est incroyable, inimaginable. Voilà pourquoi Puff Daddy n'est pas là. Où est-il pour l'instant? La question se pose. On ignore actuellement où se trouve Puff Daddy, mais ce que nous savons est que ses domiciles à Miami et à Los Angeles ont été perquisitionnés. Son jet privé a été repéré à Antigua, en Amérique du Sud, mais on ne sait pas s'il était à bord du jet. Mais malheureusement pour lui, en tout cas, s'il est là-bas, Antigua a un traité avec les États-Unis, traité d'extradition. C'est-à-dire, si un malfaiteur fuit les États-Unis par Antigua, Antigua est dans l'obligation de le remettre aux États-Unis pour condamnation. Donc la situation évolue encore, on essaie de voir. Mais on va essayer d'apporter certains éclairages dans cette histoire, du moment qu'on peut. Alors, qui est Puff Daddy? Je sais que beaucoup de personnes connaissent Puff Daddy comme un rappeur, n'est-ce pas? L'ami de Jay-Z, ils sont très souvent ensemble, en train de danser, vibrer, tout le bazar. Mais Puff Daddy n'est pas seulement ça. Okay? Puff Daddy, nous on l'a connu, on était très jeunes. C'était quelqu'un de très percutant dans la musique, mais aussi un super entrepreneur, un très grand businessman, qui a réuni beaucoup d'entreprises ensemble, créant ainsi ce qu'on appelle vraiment un conglomérat d'entreprises. Puff Daddy n'était pas seulement musicien. Il n'était pas seulement rappeur à succès, il a battu son statut de milliardaire. C'est un milliardaire en dollars, pas en francs CFA, grâce à une combinaison d'entreprises. L'industrie musicale, en premier, bien qu'il perçoive de redevances musicales, sa véritable source d'argent était Bad Boys Records. Bad Boys Records, c'est l'entreprise qui a produit Biggie, B.I.G., vous connaissez, l'adversaire de Tupac, le gros monsieur. C'était sous Puff Daddy, c'est lui qui mangeait l'argent de B.I.G. Il a nourri beaucoup de talents à New York. Il s'est aussi lancé dans la mode. En 1998, il lance sa propre ligne de vêtements qu'on appelle Sean John. Vous vous souvenez de Sean John? Les anciens savent. On était tous là habillés en Sean John. C'était peinard. Bon, c'était du fake, mais voilà. C'est arrivé jusqu'en Afrique. Il s'est aussi lancé dans la boisson. Il était très impliqué dans ce qu'on appelle Ciroc. Aujourd'hui, vous connaissez Ciroc. Ce n'est pas lui qui a créé Ciroc. Ciroc appartenait à une entreprise déjà, mais il y avait des difficultés avec Ciroc. Alors il a associé son image pour grandir le brand et ont pu générer beaucoup d'argent pour cette entreprise. Mais finalement, il essaie d'acheter des parts, beaucoup plus de parts qu'il est propriétaire. Ça a été un peu compliqué pour lui. Mais il a élevé Ciroc à un niveau où ça n'a jamais été dans le passé. Donc son partenariat avec la vodka Ciroc était particulièrement lucratif, lui apportant plus de 100 millions de dollars. Un musicien qui se lance dans Ciroc, dans la boisson et tout le bazar, il fait 100 millions de dollars, pas dans la musique. Incroyable. Voilà pourquoi on vous dit que quand vous êtes placé dans une situation, ce n'est pas essentiellement pour rester et mourir. C'est généralement dans une situation placée par le créateur dans le but de gagner certaines autres histoires qui vous pousseront dans votre prochain épisode de vie. Puff Daddy détient également des participations dans la Tequila d'Ilion. Il s'est aussi lancé dans la télévision, dans d'autres entreprises, des émissions de télévision, Making the Brand. Et son plus récent investissement, c'était Revolt TV. Tout ceci a évidemment ajouté beaucoup sur sa fortune qu'il avait déjà. Alors, Puff Daddy, ce n'était pas un homme seul. Okay? C'était un papa, il a plusieurs enfants. Certains disent qu'il en a 7. Il a des très jolies jumelles qu'il a eues avec une très jolie dame, son ex-petite amie Kim Porter. Et beaucoup de personnes pensaient que le dernier ou la dernière version d'un vrai Puff Daddy, d'une personne normale, c'était avec Kim Porter. C'est après Kim Porter que tout est parti dans tout le sens. Le couple s'est séparé en 2007, mais a maintenu une amitié très étroite, une relation très profonde, de coparentage. Alors ensuite, sa vie a complètement changé. C'était la drogue, les boissons, des choses incroyables.
C'est à partir de là qu'il a commencé à voir Cassie. Vous connaissez Cassie? Voilà, on va parler de Cassie jusque-là, parce que Cassie a porté plainte contre Puff Daddy. Je sais que beaucoup de personnes ont connu Cassie à travers Puff Daddy, et c'est vrai, ils ont fait très longtemps ensemble. De 2007 à 2018, ils étaient ensemble. Et beaucoup de personnes ont pensé que c'est à partir du moment où elle avait réalisé que Puff Daddy ne voulait pas en faire une épouse qu'elle a décidé de finalement partir. Mais on verra les profondeurs de cette histoire. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Puff Daddy a été accusé de beaucoup de choses incroyables, inimaginables. Et ça démontre un tout petit peu l'image ésotérique, peut-être, dont beaucoup de personnes parlent en chuchotant. Mais en réalité, est une réalité impitoyable, mais vraie. Alors, Cassie Ventura emmenait des actions en justice contre Puff Daddy. Il a accusé de trafic sexuel et agression. Évidemment, c'était après qu'ils aient décidé de se séparer. Elle est partie porter plainte contre agression. Parlons d'agression sexuelle et de trafic. C'est-à-dire, d'après les histoires qui ont été révélées, Puff Daddy ne se servait pas seulement d'elle dans ce sens-là, même quand on ne voulait pas, mais aussi lui forçait de participer à des événements avec d'autres personnes. Vous comprenez le sens? On n'a pas précisé si c'était des hommes, mais on sait que certainement il y avait des femmes. Donc il ne s'agissait pas seulement de lui et elle dans des moments où elle ne les désirait pas, mais il forçait aussi à Ventura, qu'on connaît au nom de Cassie, à faire des histoires avec d'autres personnes. Alors pourquoi Ventura a décidé finalement de porter plainte? Après toutes ces années, il ne l'a pas fait. Après tout, ils ont quand même fait 11 ans ensemble ou un peu plus. On dit la plainte indique que Ventura espérait confronter son agresseur et le tenir responsable ainsi que ceux qui ont permis ses abus et leurs actes. Donc, après avoir quitté la relation, évidemment, après s'être mis avec quelqu'un d'autre qui a accéléré les histoires entre eux, elle a finalement décidé, elle s'est rendue compte qu'elle était abusée dans la relation précédente et est partie porter plainte, disant, bon, écoutez, je dois quand même me faire respecter contre mon agresseur et je pense que je dois en parler. Elle dit elle-même, je cite, « Après des années de silence et d'obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à parler en mon nom et pour le bénéfice des autres femmes confrontées à la violence et aux abus dans leurs relations. » Elle a déclaré chez CBS. Elle dit à l'approche de l'expiration de l'Adult Survivor Act de New York, il est devenu clair que c'était l'occasion de parler du traumatisme que j'ai vécu et dont je vais me remettre pour le reste de ma vie. Elle dit que c'est à l'approche de l'expiration de l'Act Survivor Act de New York. Alors c'est quoi Act Survivor Act? Elle dit que c'est à cause de Act Survivor Act qu'elle se présente ouvertement pour accuser Puff Daddy. L'Adult Survivor Act a été créé pour permettre à certaines femmes qui avaient des moments difficiles, qui ont traversé des moments d'abus, à pouvoir venir s'exprimer, à dire des vérités. Et seront exclus de possibilité d'être accusés de mensonges. C'est-à-dire, si quelque chose vous est arrivé dans le passé et que vous n'avez jamais eu le temps d'en parler, cet acte permettait à toutes ces femmes de venir en parler ouvertement. Donc l'Adult Survivor Act a créé une période de rétrospective spéciale d'1 an, c'était seulement 1 an pour permettre aux gens de s'exprimer, permettant aux survivants dont le dossier où la réclamation avait expiré en dehors du délai de prescription et qui avaient 18 ans ou plus lorsqu'ils ont été agressés sexuellement dans l'État de New York, d'intenter une action en justice contre la personne qui leur a causé du tort ou l'institution négligente. Donc si quelque chose t'est arrivé dans le passé, que tu avais 18 ans ou plus, cet acte permettait aux gens pendant 1 année de venir s'exprimer, d'accuser sans répercussion. Alors Cassie dit avoir saisi cette opportunité pour venir s'exprimer et faire condamner son agresseur, qui était, entre parenthèses, son petit ami. Bon, enfin, en réalité, c'était son petit ami qu'il a partagé avec d'autres personnes. Bon, certaines personnes diront pourquoi on n'en a pas parlé dans le passé, pourquoi c'est maintenant qu'elle veut en parler. Bon, chacun sa réponse. Après avoir porté plainte le lendemain, les amis, Cassie a écrit disant « J'ai décidé de résoudre cette affaire à l'amiable avec Puff Daddy. Dans la mesure où j'ai un certain niveau de contrôle, je tiens à remercier ma famille, mes fans et mes avocats pour leur soutien indéfectible. » Donc lundi, tu portes plainte disant que tu as été agressé sexuellement, on t'a partagé avec d'autres personnes et ça s'est passé pendant plusieurs années. Le lendemain, te pointe disant « Bon, écoutez, j'ai finalement décidé de régler cette affaire à l'amiable. Je vous remercie de votre soutien et de tout le bazar. » Quelque temps après, Puff Daddy a aussi écrit disant « Nous avons décidé de résoudre cette affaire à l'amiable. Je souhaite tout le meilleur à Cassie et à sa famille. Amour. » Maintenant, la question qui se pose ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va découvrir. L'avocat de Puff Daddy aussi, pour le soutenir évidemment, M. Ben Brafman, a tweeté disant « Une décision de régler un procès, surtout en 2023, ne constitue en aucun cas un aveu d'acte répréhensible. » C'est-à-dire, le fait d'avoir dit de résoudre cette histoire à l'amiable, ça ne veut pas dire que nous nous accusons nous-mêmes ou nous reconnaissons la faute. Il dit la décision de M. Combe de régler le procès ne remet en rien la cause son refus catégorique des réclamations. Donc le fait qu'il ait dit « Bon, je vais régler cette histoire à l'amiable », ça ne veut pas dire qu'il avoue avoir fait des choses mauvaises à cette personne. Bon, évidemment, si on a un peu de cellules cérébrales, on pourrait se poser des questions si ce qu'il dit là est réel ou pas.
Pourquoi une personne qui a raison voudrait régler un truc à l'amiable et puis, dans ce cas-là, je vous donne un exemple. Contrairement à ce qui s'est passé avec Johnny Depp et Amber Heard, vous vous en souvenez? Johnny Depp et Amber Heard, ils étaient ensemble pendant plusieurs années. Elle lui a ensuite accusé, après leur séparation, d'avoir été agressif, d'avoir abusé d'elle physiquement et beaucoup de choses. Un sponsorship qu'il était censé recevoir quelques jours après avait été supprimé parce qu'elle a porté plainte. Il a décidé de partir au tribunal pour aller lutter contre ces accusations. Parce que cette femme semblait vouloir détruire son destin, détruire sa carrière cinématographique. Donc il était prêt à sortir des détails, quelquefois qu'il incriminait, des histoires sorties de poubelle de sa vie, devant le public, mais pour avoir raison et restituer la vérité. Mais Puff Daddy n'a pas voulu faire ça. Okay, il a voulu garder les histoires clean. Donc on peut dire qu'il avait gagné en ce moment-là, parce qu'il a gardé ce qui était sale en privé. Bon, il faut aussi se dire que quand une personne, quand une personne décide de ne pas se battre contre toi, on dit ici qu'il a donné un settlement, il a donné de l'argent pour que ce procès ne continue pas. Bon, quelqu'un t'accuse de l'avoir agressé physiquement, d'avoir fait des histoires, de lui avoir exposé, donné à d'autres personnes pour utilisation. Toi, tu dis que tu donnes de l'argent. Ça veut dire quoi? C'est à vous de voir. Malheureusement, cette victoire ne sera pas célébrée très longtemps. Parce que le jour d'après, une autre femme s'est présentée avec des accusations contre Puff Daddy. Avait-elle été inspirée par Cassie? Point d'interrogation. Elle s'appelle Joy Dickerson-Neal. Joy Dickerson-Neal. Elle a déposé une plainte alléguant que le rappeur Sean Diddy, Puff Daddy, l'avait drogué et agressé en 1991. Elle dit aussi que Puff Daddy avait enregistré leurs histoires et a montré à ses amis. Les deux poursuites ont été couvertes de ce qu'on appelle l'Adult Survivor Act. Dans cet acte que New York présentait aux gens, permettant à tous ceux qui ont été agressés de se présenter sans être jugés, tout le bazar. Elle a dit, moi aussi je profite de ça pour venir dire voilà ce qui s'est passé en 1991. D'ailleurs, il m'a fait ces histoires-là, il a filmé, il a montré à ses amis. Dickerson-Neal a déclaré dans le procès qu'elle pensait que Puff Daddy l'avait droguée. Parce que quand elle tentait de sortir de la voiture, ses jambes étaient en train de trembler comme des cacahuètes. Les jambes en train de trembler. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les jambes tremblent. Hein. Enfin, bref. Alors, l'avocat de Puff Daddy réagit dans cette histoire disant « Ces allégations sont fabriquées de toutes pièces, alléguant faussement une accusation de conduite remontant à plus de 30 ans. Et déposé à la dernière minute. Ce n'est rien d'autre qu'une ponction d'argent. En raison de la renommée et le succès de mon client, il est une cible facile pour les accusateurs anonymes qui mettent sans conscience ni conséquence pour obtenir des avantages financiers. » Donc il dit, ces accusations sont fausses. Après ça, 4 femmes ont porté plainte contre Puff Daddy pour les mêmes histoires. Je vous rappelle ici, je ne sais pas si vous savez, pendant tout ce temps, il y avait 50 Cent qui se moquait de lui. Il faut aller regarder dans son Instagram. Il mettait des photos de Puff Daddy se moquant de lui. Il disait, il y a un autre problème qui arrive, ne vous en faites pas. Ensuite, il y a eu un homme qui l'a aussi accusé. Un homme qui était son producteur de musique, music producer, on les appelle, qui s'appelle Rodney Lil Rod Jones. Rodney a aussi déposé une plainte demandant 40 millions de dollars. Il dit que Puff Daddy lui a sollicité de faire ces histoires-là. Ouais, c'est un mec. Et aussi dit qu'il a vu beaucoup d'histoires entre Puff Daddy et ceux qui ne sont pas des femmes pendant qu'ils étaient en train de faire des histoires. Il a accusé Puff Daddy de placer des caméras dans la maison, dans toutes ses maisons. Il a capturé beaucoup d'histoires que ses invités faisaient sans qu'ils ne le sachent. Chose qui naturellement est aussi criminelle. Alors, les music producers sont des gens qui jouent au synthé, tout ça. Ils te créent le beat, le rythme, et toi tu chantes. Et beaucoup de rappeurs et des musiciens, généralement, de music producers qui viennent chez eux très fréquemment. Donc, ils font partie de la maison parce que voilà, c'est eux qui produisent les instrumentales. Ce Jones allègue du trafic sexuel chez Puff Daddy. Il mentionne également des filles mineures dans un procès de 79 pages. Les affirmations de Jones incluent des caméras cachées dans la maison du rappeur et beaucoup d'autres choses. Monsieur Jones accuse Puff Daddy de faire des histoires avec une célébrité qui est sortie avec Nicki Minaj et un super chanteur qui a chanté du R&B au Super Bowl. Bon, la célébrité qui est sortie avec Nicki Minaj, beaucoup de personnes pensent que c'est Meek Mill, ouais, le rappeur, et le chanteur de R&B, on pense que c'est Usher. Bon, il y a eu des audios qui sont sortis disant qu'il y avait Meek Mill et Puff Daddy en train de faire des histoires, ils étaient en train de crier, donc c'était... nous vivons dans un monde bizarre, les amis. Donc voilà, j'ai essayé un peu de le faire très rapidement, sinon ça nous prenait beaucoup trop de temps. Puff Daddy est accusé par une femme qu'il a côtoyée pendant plus de 10 ans. Elle était censée être sa copine, mais bon, officieusement, apparemment c'était différent. Apparemment il l'a partagé, bon, c'est ce qu'on dit. Et c'est après leur séparation, plusieurs années après, qu'elle a jugé que ce que Puff Daddy faisait n'était pas acceptable, qu'il fallait l'accuser. Sinon, cette petite fenêtre qu'elle avait d'accusation qui lui permettait d'en parler,
serait fermée. Donc elle a finalement décidé d'en parler. Et un jour après, elle a dit, bon écoutez, j'ai finalement décidé de fermer cet épisode en justesse et en amitié, sans dire quoi que ce soit de plus. Donc l'engouement qu'elle avait par rapport à ça, s'était rapidement essoufflé. On ne sait pas pourquoi. Et après ça, il y a eu plus de 4 femmes qui se sont présentées avec les mêmes genres d'accusations, accusant cet homme. Et aussi des hommes. Bon, ce qui est évident, c'est qu'on a trouvé des preuves, raison pour laquelle les services spéciaux sont partis dans sa maison pour l'arrêter. Mais lui n'est plus là. Il n'est pas à la maison. Son avion est ailleurs. Pourquoi est-il parti s'il ne se reproche de rien? Ce qu'on peut tirer de cette histoire, à mon avis, ce qui nous concerne est très clair. Puff Daddy est un excellent businessman. Un esprit très grand en ce qui concerne la multiplication de l'argent. Il s'est situé et stationné à travers plusieurs commerces. Il ne s'est pas seulement focalisé sur une seule chose. Il a touché beaucoup d'éléments pour en arriver où il est aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, il ne faut jamais vous qualifier. Moi, je suis ingénieur en tel. Ou moi, je suis commerçant, machin, je vends les cheveux. Non. Ce n'est pas ça votre identité. Vous n'êtes pas né avec les cheveux. Vous n'êtes pas né avec un bulletin d'ingénieur. Vous pouvez diversifier, faire beaucoup de choses à la fois. Ça, c'est la leçon possible. Mais aussi, la grande leçon est que les pulsions et les sentiments peuvent prendre, ou ont pris depuis très longtemps des grands, de très haut jusqu'à très bas. Il ne sera pas le premier, il ne sera certainement pas le dernier. God bless.